Vogel, je suis sociologue, je suis donc professeur de sociologie politique à Lausanne, à l'université de Lausanne, et je suis spécialisé sur les mouvements sociaux, mobilisation, mouvements sociaux, révolution. Voilà. Et donc je suis le mouvement des Gilets jaunes depuis à peu près le début, et j'ai décidé il y a un mois et demi à peu près d'entamer une enquête auprès des Gilets jaunes du Var. Voilà, et j'ai d'autres collègues qui ont la même démarche sur d'autres villes comme Montpellier, Lille pour l'instant. D'accord, il y en a d'autres. Donc oui. Vous êtes combien à peu près sur le territoire? On n'a pas encore... il y a une trentaine de personnes. D'accord. Une trentaine de personnes sur une quinzaine de points différents. D'accord. Voilà. Et alors l'idée de la recherche, c'est pas tellement de faire l'histoire du mouvement, etc. C'est de faire une analyse, comme on dit, sociographique des Gilets jaunes, c'est-à-dire de bien renseigner qui ils sont, quelles sont leurs motivations, pourquoi ils sont engagés dans ce mouvement, pourquoi il y en a qui sont sortis, d'autres qui sont restés, d'autres qui sont rentrés à tel ou tel moment, voilà. Et cela dans le but de montrer précisément, disons, l'hétérogénéité du mouvement et les raisons profondes qui conduisent les gens à s'engager dans ces mouvements, dans ces protestations qui comportent pas mal de risques. Et comme c'est souvent des gens qui auparavant n'avaient pas d'engagement politique particulier, qui n'étaient pas des manifestants réguliers, voire des gens qui ne votaient pas, ça pose une vraie question de savoir ce qui fait que tout à coup des gens qui étaient hors politique se mettent à s'y intéresser de manière directe, oui, et s'engagent véritablement pour défendre une cause. Voilà. Et ça c'est le premier aspect, donc c'est vraiment décrire la composition du mouvement dans toutes ces composantes, hein. Aussi pour lutter contre les lieux communs qui circulent sur les gilets jaunes, bien sûr. Oui, tout à fait. Avec toutes les, disons, ça va de la fausse information à la mauvaise information sur qui ils sont, etc. Dans une perspective pour déconsidérer le mouvement. Et puis l'autre objectif de la recherche, qui est un peu plus à moyen terme, c'est de suivre en fait les personnes que je rencontre aujourd'hui. C'est pas juste une enquête à un coup, là pendant une semaine on fait une enquête et après c'est fini. Oui, d'accord. L'idée c'est de suivre les gens jusqu'en 2022. Quoi qu'il arrive, hein, que le mouvement s'arrête, qu'il continue, quoi qu'il arrive. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre ce que le mouvement, la participation au mouvement a fait aux gens. Oui, la résonance qu'il peut y avoir par rapport à ce mouvement. Comment ça les a transformés politiquement. Peut-être que dans 6 mois, tout ça sera fini ou pas, mais d'ici 2022, donc la présidentielle, les personnes qu'on interroge là aujourd'hui vont continuer à réagir à ce qui se passe, continuer à s'engager, peut-être être désespérés ou au contraire très optimistes. Et donc c'est ça qu'on veut mesurer, pour en gros se poser la question de savoir ce qu'un événement aussi fort que ce mouvement aujourd'hui, c'est quand même un événement assez exceptionnel, tout à fait, oui, fait durablement aux personnes du point de vue de leur rapport aux politiques. D'accord, super, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est pas une démarche, c'est une démarche qui a été attendue, honnêtement. Ouais. Moi, je sais que les personnes avec qui je discute, du moins même dans la partie journalistique, sont en demande de ça. En tout cas, là, votre étude a l'air assez intéressante. En tout cas, j'espère qu'on gardera contact parce que ça me permettrait de pouvoir fournir à la chaîne une information sur la suite qu'on a sur cette interview, qui est d'ailleurs une interview qui a été improvisée au départ puisque c'était pas du tout prévu. Voilà. Et je trouve votre super démarche. Est-ce que vous en attendez quand même un impact concret sur les événements ou dites-moi, quel est l'objectif pour vous Alors bon. Il y a un objectif scientifique qui est de se poser la question de l'effet d'un événement sur le rapport aux politiques des individus, etc. Donc ça c'est très, disons, théorique et ça intéresse les collègues, on va dire. Oui. D'un point de vue plus, disons, citoyen, il me semble qu'une recherche comme celle-là, qui permet de décrire, et ça on aura des résultats rapidement, de décrire qui sont les gilets jaunes, quelles sont leurs motivations, et aussi quelles sont leurs conditions d'existence, c'est-à-dire de renseigner précisément quels sont effectivement les problèmes de subsistance, de vulnérabilité qui se posent aux gilets jaunes et à quel moment dans leur existence ils ont eu des problèmes, donc de manière un peu précise. C'est politiquement le moyen aussi de rendre, de rendre très clair les conditions dans lesquelles vivent ces personnes. Au-delà donc de tout ce qui circule, tout ce qu'on entend sur les gilets jaunes, c'est des sous-marins russes. Oui, c'est un exemple plus ridicule, mais de manière générale, il y a quand même une incompréhension chez beaucoup de gens sur pourquoi ces gens-là se mobilisent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que vraiment c'est des gens qui ont fait des efforts pour s'en sortir, ou est-ce que c'est vraiment des gens qui sont dans une situation injuste, voilà. Ouais, tout à fait. Avec cette enquête,
qui repose quand même sur une base statistique, donc avec des instruments, disons, sérieux d'analyse, on a l'espoir quand même de couper court à tous les lieux communs qui circulent sur le mouvement des Gilets jaunes. Alors du coup, ça m'emmène à une autre question. Est-ce que vous pensez pas, par rapport au métier que vous faites, est-ce que vous pensez pas que le fait de le systématiser, je dirais même par la suite, je vous parle de ça parce qu'il y a des initiatives qui naissent un peu partout, de regrouper par groupe de compétences, par groupe de travail, des spécialités comme la vôtre, de manière à ce que la population puisse toujours garder, je vais dire, connais-toi toi-même. Donc à l'échelle de la population, c'est peut-être intéressant justement de savoir si on a ce suivi-là de la part de sociologues, de dire, vous voyez, la population aujourd'hui elle est un peu comme ça. Je pense que ça rentre aussi dans un outil démocratique. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez parfois? Ah oui, tout à fait. Oui, au cœur de l'enquête, il y a cette idée puisqu'on veut renseigner les conditions d'existence et puis suivre les individus, c'est bien l'idée en quelque sorte de témoigner sur les situations sociales, personnelles, qui se recoupent quand même beaucoup. Là, je vois bien que quand même il y a des vraies proximités, et c'est souvent des personnes qui sont passées sous les radars en fait de l'analyse sociologique. On a beaucoup travaillé sur disons les gens qui vivent très très mal, qui sont dans la misère, qui sont dans la rue, etc. On sait des choses sur les classes moyennes, on sait assez peu de choses sur cette frange de la population qui est en état de fragilité et de vulnérabilité accélérée depuis quelques années et qu'on voit nulle part, parce que comme c'est des gens qui ne s'exprimaient pas, qui ne participaient pas, à qui on ne demandait pas leur avis, mais ils sont invisibles. Alors est-ce que vous pensez, au revoir, c'est uniquement par rapport à votre avis, est-ce que vous pensez que le fait que ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, que cette population a été plus ou moins ignorée, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de ça, ou est-ce que c'est vraiment le fait que ça n'intéressait peut-être pas forcément les sociologues Alors c'est moins du point de vue des sociologues que du point de vue des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, c'est-à-dire tous les groupes intermédiaires qui ont vocation à encadrer la population, à la politiser, à l'amener vers tel ou tel type de vote, etc. C'est une population qui a été délaissée complètement par les partis politiques principalement. Bon, pour des raisons évidentes qui sont liées à l'histoire de la vie politique en France, avec la transformation du Parti Socialiste et des partis de gauche, le ralliement des partis de gauche au néolibéralisme, et donc à des réformes économiques qui sont les mêmes à droite comme à gauche depuis plus de 30 ans. Donc il n'y a quasiment plus aujourd'hui de groupes, peut-être des associations quand même, qui ont vocation à représenter, disons, les classes populaires. Et donc face à ce défaut de représentation et donc d'intérêt, c'est vrai que du coup le travail des sociologues prend une autre valeur, puisque d'une certaine manière on est quasiment les seuls désormais, on était les seuls désormais à s'intéresser à ces populations qui connaissent une véritable dérive en termes de conditions de vie. Oui, merci. Je suis content en tout cas qu'il y ait ces démarches-là qui soient faites. Je vais garder vos contacts de toute façon, et je vous invite, si vous pouvez, à nous communiquer un peu les résultats quand ça sera... L'idée, c'est que les résultats circulent. On a scanné et retranscrit, on vient de finir. Je vous donne un exemple. Donc le cahier de doléances de Toulon, parce qu'il y a un cahier de doléances qui a été tenu à Toulon. Donc on a fait tout le boulot de retranscription. J'ai déjà transmis la retranscription à ceux qui tenaient les cahiers à Toulon, donc les gilets jaunes qui tenaient les cahiers. Et maintenant, on va faire une analyse de ces cahiers, aussi pour, de sa manière, sans doute participer à contrer l'analyse qui sera faite par le gouvernement au niveau national des cahiers, où on peut s'attendre quand même à disons, une analyse qui n'en sera pas une. C'est-à-dire que les résultats sont prévus à l'avance. Oui, quand la cuisine est biaisée, le plat l'est au final. Voilà, donc oui, évidemment qu'on est dans cette logique d'offrir aussi vite que possible un retour aux personnes qui ont participé. C'est un donnant-donnant, parce qu'on demande du temps aux gens pour remplir des questionnaires, pour répondre à des questions, faire des entretiens, et on va les embêter jusqu'en 2022. Donc, oui, j'ai vu, non, mais évidemment, l'idée c'est d'apporter quelque chose en retour. Sinon, une question justement sur la démarche concrète. Ça doit pas être évident comme ça d'être tout le temps à aller chercher les gens. Est-ce que vous avez déjà eu des refus, des gens qui vous ont dit non, c'est encore quelque chose du gouvernement, ou parce que ça peut arriver? Alors il se trouve que là sur ce que moi j'ai fait, donc sur le Var, les personnes que j'ai rencontrées m'ont été présentées par... Il se trouve que j'ai des amis dans le coin qui connaissaient des gens, etc. Donc je suis rentré en quelque sorte dans les groupes Gilets jaunes alors que personne ne me connaissait.
par des amis d'amis, donc ça facilite les choses parce qu'il y a une confiance au départ qu'il est difficile de conquérir quand les gens ne vous connaissent pas du tout. Voilà, et donc moi, pour l'instant, je n'ai essuyé aucun refus. Aucun refus. Du moment qu'on explique, disons, l'enquête et ses objectifs, et que les questions qu'on pose font sens pour les gens à qui on les pose, ça c'est essentiel, et ben ça marche. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, je ne demande pas aux gens pour qui ils votent. De la manière, là maintenant, dans la première étape de l'enquête, c'est le dernier de mes soucis. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est plus généralement leur rapport aux politiques. Est-ce qu'ils parlent politique? Est-ce qu'ils échangent sur la politique? Est-ce qu'ils ont des connaissances politiques? Voilà. Comment ils vont choisir plutôt que qu'est-ce qu'ils vont choisir en fait. Parce qu'autrement, on tombe dans une question de type question de sondage ou question de journaliste, on va dire, au sens voilà, pour qui tu votes, c'est FN, tout ça est très court. C'est pas là que se jouent les enjeux. Donc je pense que la bonne volonté pour participer à l'enquête tient aussi au fait que le contenu de l'enquête est intéressant pour les gens à qui je m'adresse. C'est pas un sondage, c'est pas un truc, c'est pas non plus une enquête à un coup, on vient une semaine puis on repart. D'accord. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Donc à titre de dernière question et de conclusion, vous êtes satisfait jusque-là du déroulement? Ah oui, moi je suis très satisfait. D'abord on mange bien. Oui, c'est bien. Non, je suis très satisfait parce que effectivement on pouvait s'attendre à des refus de réponse, à des réticences, de la méfiance. Surtout que maintenant dans une période plutôt répressive, donc de retour du bâton. Donc quand je fais remplir aux enquêtés des questionnaires où on leur demande précisément ce qu'ils ont fait à chaque acte, est-ce qu'ils ont commis des prédations, est-ce qu'ils ont... Bon, on pourrait s'attendre à des refus de répondre, très logiquement. Et en fait, non, parce qu'il y a une certaine confiance. Et puis bon, le protocole d'enquête fait que ça protège les enquêtés, c'est tout à fait anonyme. Et ça, on fait très attention à ça. Donc oui, je suis très satisfait et plutôt enthousiaste sur la suite de l'enquête. C'est super, et oui, j'entends bien que ça fait plaisir d'entendre que les gens assument aujourd'hui beaucoup plus leurs réponses et leurs choix. Absolument. Qu'à une époque on se posait peut-être beaucoup plus la question avant de répondre à une enquête ou quoi. Et c'est vrai que là il y a une volonté des gens de vouloir communiquer. Bon. C'est parfait, je vous remercie pour ces quelques questions. Merci. Au revoir.